I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I... L'annonce est arrivée discrètement dissimulée dans un communiqué de presse du palais de Buckingham en milieu de semaine. Succincte, dénuée d'émotion mais indéniablement choquante. Sa Majesté le Roi a pris grand plaisir à conférer à son Altesse Royale le rang et le titre de prince à James Comte de Wessex. En quelques lignes, le plus jeune petit-fils de feu, la reine Élisabeth II, sortait de l'ombre pour entrer sous les projecteurs. À 17 ans, James devenait le nouveau prince du Royaume-Uni, et peut-être la pierre angulaire la plus inattendue de la monarchie depuis des années. Il ne s'agissait pas d'une simple amélioration protocolaire. Comme l'a souligné BBC News, cette décision reflète un changement stratégique au sein d'une monarchie de plus en plus consciente de la limitation de son personnel. Le moment était crucial. Alors que le roi Charles III réduisait son agenda public en raison de problèmes de santé persistants et que la reine Camilla se retirait à des activités semi-privées, le palais renforçait ses rangs. La famille royale britannique, autrefois nombreuse et omniprésente, s'était discrètement éclaircie une réalité accélérée par les départs, les controverses et le vieillissement. La décision du roi Charles est intervenue au milieu d'une année mouvementée. La monarque, alors âgée de près de 70 ans, avait dû composer avec des examens médicaux et un cycle médiatique incessant qui dévoilait chaque interruption et chaque absence. Catherine, princesse de Galles, se remettait encore d'un traitement plus tôt cette année-là et la princesse Anne avait temporairement pris sa retraite après un accident survenu dans sa propriété. Pendant des mois, The Guardian et Reuters avaient pointé du doigt le déficit opérationnel de la monarchie, les fonctions publiques dépassant les ressources disponibles des membres actifs de la famille royale. Dans ce contexte fragile, l'accession au trône de Jacques II relevait moins du faste et des apparats que de la préservation de la monarchie. Les initiés ont qualifié ce moment de symbolique et de pragmatique. Le roi Charles, traditionnellement réformateur, comprenait que la force de la monarchie ne résidait pas dans le spectacle mais dans la durabilité. Il s'agit de continuité, a déclaré le correspondant royal Robert Jobson à Sky News. Charles construit des infrastructures, non pas avec du marbre, mais avec des hommes. Les défis de l'institution étaient indéniables. Le départ du prince Harry et de Meghan Markle pour la Californie, la disgrâce du prince Andrew et le vieillissement des membres les plus influents de la famille royale avaient laissé des lacunes visibles. Pendant des années, le roi avait promis une monarchie plus légère afin d'alléger le fardeau des contribuables. Mais la participation du public nécessitait toujours une présence active. Des visites à l'hôpital, aux événements du Commonwealth et aux sommets environnementaux. La question n'était jamais de savoir si la monarchie devait s'adapter, mais comment. Voici James, le jeune homme modeste qui a grandi loin de la folie dorée. Son nouveau titre était plus qu'un clin d'œil à son héritage, c'était un réajustement stratégique. La presse britannique a rapidement lié cette initiative à l'effort de modernisation plus vaste du roi surnommé « Projet Renouveau » par certains initiés. Le Times l'a qualifié de « transfert générationnel de responsabilité », en douceur nécessaire et discrètement révolutionnaire. La réaction du public a été rapide, mitigée, mais globalement respectueuse. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a fait le buzz sous le hashtag New Prince James. Certains ont salué cette décision comme rafraîchissante et progressiste, félicitant le roi d'avoir impliqué des membres plus jeunes de la famille royale à un moment où la confiance du public était vacillante. D'autres se sont demandé si l'ajout de titres était en contradiction avec l'idée d'une monarchie simplifiée. On ne peut pas réduire la taille de la famille royale tout en ajoutant de nouveaux princes, a écrit avec insistance un lecteur du Guardian. Mais des sources au palais ont rapidement précisé que le rôle de James resterait un rôle de soutien et non de centrale, un rôle de renfort et non d'expansion. Pourtant, la connotation émotionnelle de l'histoire était incontournable. Les proches de la famille ont décrit le geste de Charles comme profondément personnel, une reconnaissance non seulement du devoir royal, mais aussi d'une loyauté discrète. Contrairement au drame tendu qui avait caractérisé d'autres relations royales, le lien entre Charles et son plus jeune cousin avait toujours été ancré dans la confiance. Durant les années les plus tumultueuses de scandales royaux, les Wessex, Edward, Sophie et leurs enfants étaient restés inébranlables, épargnés par les scandales et dévoués au service du roi. Le roi Charles admire cette stabilité, écrivait Camilla Tominet du Télégraphe. À une époque où la loyauté est perçue comme un luxe, Jacques représente le cœur moral de la famille jeune disciplinée pure. Ce portrait a profondément touché le public. James, souvent décrit comme poli et cultivé, n'avait jamais aspiré à la célébrité. Il avait passé son adolescence à l'école du Berkshire, loin des paparazzis londoniens, tandis que ses cousins, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis grandissaient sous le regard du monde. James vivait quasiment invisible. Pas de scandale, pas d'Instagram, pas de controverses publiques. Sa promotion soudaine semblait désormais le propulser dans un rôle auquel il n'avait pas aspiré, mais pour lequel il semblait s'être préparé en silence.
À l'international, la réaction reflétait la curiosité et un optimisme prudent. CNN a qualifié cette initiative de « bouée de sauvetage générationnel pour une monarchie en quête de pertinence ». Le New York Times a noté que l'ascension de James intervient à un moment où la confiance mondiale envers les monarchies s'érode de Copenhague à Madrid. Des sondages récents ont même montré que seulement 55% des Britanniques de moins de 30 ans soutenaient l'idée d'une monarchie. Pour Charles, l'arrivée d'un jeune membre de la famille royale reconnaissable et pragmatique n'était pas seulement une question d'apparence, c'était une stratégie de survie. Derrière les portes du palais, le projet aurait été mûri pendant des mois. L'idée avait été évoquée pour la première fois lors de la convalescence de Charles plus tôt cette année-là, après des discussions avec la princesse Anne et le prince Édouard. La proposition n'avait rencontré aucune résistance. Certains hauts fonctionnaires craignaient qu'elle ne ravive les discussions sur le favoritisme ou la succession. Mais le roi persista, déclarant, semble-t-il à ses confidents, « Nous devons nous préparer pour demain, pas pour hier. » Cette phrase définit désormais son règne. La monarchie héritée par Charles était celle du faste et du faste, celle qu'il espère laisser derrière lui est celle du pragmatisme et de la détermination. Sa décision d'élever Jacques s'inscrit dans cette évolution, un pari calculé selon lequel la jeunesse et l'humilité peuvent restaurer ce que le spectacle seul ne peut pas. Mais lorsque les armoiries dorées furent ajoutées à côté du nom de Jacques dans la circulaire officielle de la cour, l'ampleur du changement devint évidente. Un nouveau prince s'était élevé, non par cérémonie mais par nécessité. La monarchie avait une fois de plus remis les pendules à l'heure non par grandeur mais par grâce. Pourtant, sous la surface, se trouve la question sans réponse qui définit ce nouveau chapitre. Une institution fondée sur la hiérarchie peut-elle réellement survivre en adoptant l'humilité ? Avant d'être sous les feux des projecteurs, Jacques Comte de Wessex, devenu prince Jacques, menait une vie presque ordinaire. Tandis que le monde scrutait les moindres faits et gestes de ses nièces et neveux en ligne directe de succession, Jacques grandissait paisiblement à Bagshot Park, une vaste résidence royale à la fois discrète et discrète en bordure du grand parc de Windsor. Là, au milieu des bois et de la tranquillité, le jeune prince en devenir apprit quelque chose de plus en plus rare dans les cercles royaux, l'anonymat. Édouard et Sophie duc et duchesse d'Édimbourg ont fait un choix très tôt, une rébellion consciente contre les excès de la publicité royale. À la naissance de leurs enfants, ils ont refusé de leur conférer le titre de Altesse royale, préférant une éducation plus douce, loin de l'attention médiatique incessante. Sophie a plus tard expliqué cette décision dans une interview accordée au Sunday Times en 2020. « Nous essayons de les élever en leur faisant comprendre qu'ils devront probablement travailler pour gagner leur vie. Les titres ne sont pas un bouclier, ils peuvent être un obstacle. » Ainsi, tandis que les autres enfants royaux saluaient du haut des balcons du palais, James allait à l'école comme n'importe quel autre garçon du Berkshire. Aucune caméra ne le suivait au Radley College. Ses camarades parlaient rarement de ses origines, en partie parce qu'il le faisait rarement lui-même. Ses professeurs le décrivaient comme polystudieux et d'une normalité rafraîchissante. Il excellait en géographie et en histoire matière qui laissait entrevoir une fascination discrète pour son héritage. Le choix de l'ordinaire était pourtant en soi extraordinaire. Il reflétait un nouveau modèle d'éducation royale conçu pour combler le fossé entre le riche passé de la monarchie et le présent évolutif de la Grande-Bretagne. Comme l'a récemment souligné The Guardian, Edward et Sophie ont discrètement lancé le projet d'humanisation de la monarchie. Tandis que les tabloïds s'obsédaient sur le drame des Sussex et les rumeurs de querelles royales sur TikTok, les Wessex cultivaient le courage et faisaient de la modestie leur plus grande force. Les vacances en famille offraient un aperçu de cet équilibre rare. Les étés à Balmoral, où la défunte reine chérissait la simplicité, étaient synonymes de longues promenades de barbecues et d'absence de photographes. James apprit à naviguer sur le Solent, non pas sur un yacht royal, mais sur de petites embarcations patinées pilotées par des instructeurs locaux. Lorsqu'il accompagnait ses parents à des événements officiels comme les Jeux du Commonwealth de 2024 à Birmingham, il se fondait avec aisance dans le décor discrètement observateur, jamais ostentatoire. Les initiés du palais décrivent depuis longtemps son tempérament comme modeste et introspectif. Ses qualités, autrefois considérées comme anodines, semblent aujourd'hui presque visionnaires pour le rôle qu'il assume. C'est un jeune homme qui écoute avant de parler, a fait remarquer un fonctionnaire au Times. C'est rare dans cette famille et c'est une qualité que le roi apprécie grandement. Cette valeur découle d'un changement générationnel. Le roi Charles, façonné par sa propre enfance sous un regard impitoyable, en était venu à admirer la discrétion des Wessex. Selon le Télégraphe, il aurait un jour confié à un confident « Édouard et Sophie ont fait ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu faire, ils ont apporté le calme à la tempête. » Ce calme s'est aujourd'hui transformé en responsabilité.
Mais que signifie pour James personnellement d'entrer dans le monde dont ses parents l'ont protégé? Les rapports du correspondant royal de la BBC Nicholas Witchell suggèrent que le jeune prince a accepté le titre avec une détermination tranquille. Il comprend que ce n'est pas prestigieux, a écrit Witchell. C'est un devoir et il en a fait l'expérience toute sa vie. L'éducation de James, bien que privée, n'était pas totalement séparée du service. Dès son adolescence, il s'associa à ses parents pour des œuvres caritatives discrètes, notamment des programmes environnementaux et jeunesse liés au prix du duc d'Édimbourg. À 16 ans, il participa à la plantation d'arbres lors d'une initiative climatique dans le Surrey, ce qui lui valut les éloges de bénévoles locaux qui ignoraient qu'il travaillait avec des membres de la famille royale. Ceux qui l'ont rencontré le décrivirent comme un adolescent humble, curieux et étonnamment compétent en matière de développement durable. Ce n'est pas un hasard si l'écologie coule dans ses veines. Son oncle le roi Charles a défendu les causes environnementales pendant des décennies bien avant qu'elles ne deviennent à la mode. Suite au reportage de Reuters soulignant les projets du domaine de la couronne de développer des projets d'énergie renouvelable au Royaume-Uni, les responsables du palais estiment que James pourrait devenir la prochaine génération d'ambassadeurs environnementaux de la monarchie. L'influence de Sophie est peut-être la plus marquante. Connue pour sa discipline et sa chaleur humaine, la duchesse d'Édimbourg milite depuis longtemps pour la santé mentale et l'égalité des sexes. Elle a inculqué à ses enfants les valeurs d'empathie et de diligence, des vertus qui, selon Vanity Fair, ont fait d'elle le stabilisateur méconnu de la monarchie. James reflète cette philosophie, s'impliquant souvent bénévolement dans des projets communautaires loin de la presse, ce que le personnel du palais décrit en privé comme « l'humilité de sa mère dans la peau de son père ». Mais ce nouveau titre attire l'attention. Sa vie tranquille et ordinaire contraste désormais avec une ère de visibilité constante. Le regard des réseaux sociaux est incessant et le jeune prince n'est plus seulement une figure fascinante, il fait l'objet de commentaires directs. CNN International a récemment publié un article intitulé « Le dernier prince privé », qui prévenait que l'anonymat de James pourrait rapidement disparaître avec l'entrée en fonction officielle. L'article prédisait que le membre de la famille royale le plus discret du monde affrontera son public le plus bruyant. Pour la première fois, le jeune homme de 17 ans devra naviguer dans le paradoxe de la monarchie moderne, rester reconnaissable tout en incarnant des siècles de mystère. La protection de ses parents s'affaiblira progressivement, laissant place aux attentes du public et aux obligations diplomatiques. Mais même parmi les analystes royaux prudents, la confiance règne quant au tempérament de James qui se prête à cette transition délicate. Chaque génération a besoin d'un Windsor qui n'a pas soif de caméra, écrivait l'historienne Sarah Gristwood pour The Independent. James est ce présentateur, la reine anti-célébrité dans un monde obsédé par la célébrité. Mais cette transformation ne se fera pas sans difficulté. Ses amis jusqu'à récemment à l'abri du protocole royal pourraient désormais se retrouver dans une nouvelle dynamique. Son éducation pourrait également évoluer, des spéculations dans le Télégraphe évoquent d'éventuels projets universitaires en Écosse ou au Canada, une démarche qui préserverait la tradition et élargirait ses perspectives. Les préparatifs vont bon train au palais. Un nouvel attaché de presse pour les Wessex serait chargé de créer une image accessible de Jacques et de veiller à ce que ses fonctions soient cohérentes avec son éducation pragmatique. Contrairement à ses cousins aînés qui ont grandi captivés par les événements internationaux, l'histoire de Jacques se construira lentement et délibérément, conformément au désir du roi d'une monarchie qui s'enracine et non pas par des artifices. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si particulière. Dans une famille royale souvent caractérisée par les extrêmes, rébellion et retenue, tragédie et triomphe, James se tient discrètement au centre, symbolisant quelque chose d'aussi rare qu'inoubliable, l'équilibre. Alors qu'il passe de l'anonymat au devoir, une question se pose: le garçon qui a grandi dans des champs et des salles de classe silencieux peut-il apporter cette tranquillité avec lui dans un monde qui l'observe constamment? Chaque décision royale, même discrètement annoncée, est lourde de sens. Et le choix du roi Charles d'élever Jacques comte de Wessex au rang de prince ne faisait pas exception. Derrière le ton mesuré de la déclaration du palais de Buckingham se cachaient des mois de délibérations privées, de prospectives stratégiques et de réponses subtiles aux réalités changeantes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. Pour l'observateur non averti, cela ressemblait à un geste sentimental d'oncle à neveu. Mais pour les cercles royaux, il s'agissait indéniablement d'une manœuvre tactique. Une décision destinée à stabiliser, moderniser et pérenniser une monarchie confrontée à sa transition la plus délicate depuis des décennies. La monarchie britannique, comme l'a récemment souligné The Guardian, est une institution fonctionnant sur un mode de vie suranné. Avec la diminution du nombre de membres de la famille royale en activité et les exigences croissantes du public et du Commonwealth, la monarchie allégée du roi Charles avait atteint un tournant.
Sa vision de l'efficacité, moins de membres de la famille royale en activité, des coûts réduits et des fonctions publiques simplifiées, avait toujours semblé élégante en théorie. Mais en 2025, l'âge, la maladie et les controverses ayant fait des ravages, la famille royale semblait dangereusement affaiblie. La brève hospitalisation de la princesse Anne en début d'année combinée au retrait partiel de la reine Camilla de la vie publique a laissé William et Catherine avec une part intenable de la présence royale. Ajoutez à cela la convalescence de Catherine et l'agenda médical limité de Charles et l'équation était simple mais troublante, trop de travail, trop peu de Windsor. C'est là que James est entré en scène, non pas comme remplaçant, mais comme renfort. Sa promotion au grade de prince a rétabli l'équilibre d'une structure au bord de l'épuisement. Il ne s'agissait pas seulement de cérémonie, il s'agissait de gestion de crise déguisée en continuité. Les analystes royaux avertissent depuis longtemps que la monarchie risque de perdre sa visibilité si le nombre de membres actifs de la famille royale continue de diminuer. Rien qu'au cours des 2 dernières années, le calendrier officiel de la famille a diminué de près de 30% selon le Télégraphe. Parallèlement, le sentiment républicain progresse notamment chez les jeunes Britanniques. Un récent sondage YouGov a révélé que moins de la moitié des moins de 35 ans étaient favorables au maintien de la monarchie. La famille royale devait afficher une image à la fois élancée et dynamique et non disparaître. Le roi Charles, stratège dans l'âme, reconnaissait la contradiction de son plan rationalisé. Trop de réductions risquaient de rendre le pays invisible. Une nouvelle expansion risquait de provoquer une réaction négative. La solution résidait dans un équilibre serein déployé de nouvelles figures jeunes comme Jacques sans susciter d'accusations d'excès. Le génie du roi réside dans ces subtils changements de cap, a déclaré l'historien Robert Lacey lors d'une interview accordée à BBC World News. Il donne à la monarchie une apparence plus petite et plus intelligente et non plus petite et plus faible. Mais le moment choisi pour cette décision s'inscrit également dans un contexte mondial plus large. Partout en Europe, les monarchies héréditaires se réorganisent pour conserver leur pertinence. À Copenhague, l'abdication de la reine Margrethe II début 2024, la première de l'histoire danoise, a provoqué une onde de choc dans les maisons royales de Stockholm à Madrid. Le roi d'Espagne Philippe VI est toujours aux prises avec des scandales de corruption qui hantent sa famille. Même au Japon, le débat public sur le droit successoral s'est intensifié. Au cœur de cette tourmente, la décision de Charles d'élargir subtilement la classe ouvrière en élevant Jacques II au rang de roi était un signe de défiance et d'adaptation, une monarchie qui a fluctué au gré des vents mais qui n'a pas cédé. Cette décision avait également un autre objectif, exprimer discrètement sa confiance envers la génération suivante. En nommant Jacques prince avant son 18e anniversaire, Charles éloigna l'incertitude quant à l'avenir de la famille royale. Son action dissipa l'incertitude et montra que la branche cadette de la couronne ne perdrait pas son importance. Selon des sources proches du palais citées par le Times, Charles aurait personnellement discuté du projet avec la princesse Anne et le prince Édouard lors de réunions familiales privées à Sandringham l'hiver dernier. Anne, toujours pragmatique, aurait insisté sur la nécessité de alourdir la charge sans élargir la ligne. En d'autres termes, apporter de l'aide sans créer de lutte de pouvoir. Édouard, connu pour sa diplomatie sereine, soutenait l'idée mais demandait qu'elle soit présentée comme une préparation et non comme une promotion. Le succès du plan reposait entièrement sur son ton. L'annonce fut donc faite sans grande fanfare, pas de cérémonie télévisée, pas de salut au balcon, pas même de séance photo. Au lieu de cela, le changement fut discrètement publié dans la circulaire de la Cour Le Compte, rendu quotidien de la monarchie. Ce déploiement modéré reflétait les leçons que le règne de Charles avait enseignées jusqu'alors, s'adapter mais ne jamais paniquer. La réaction du public, bien que mitigée, a davantage été portée par la curiosité que par la controverse. Les commentateurs du Financial Times ont décrit cette initiative comme un subtil rééquilibrage de l'influence au sein d'une dynastie qui a appris à survivre grâce à la transparence. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont oscillé entre de chaleureuses félicitations et un pragmatisme sceptique. Il a 17 ans, ne pouvons-nous pas le laisser terminer ses études avant de lui céder l'empire ? Plaisantait une publication devenue virale soulignant l'évolution des attitudes envers la famille royale au fil des générations. Mais malgré les plaisanteries et les tribunes, la stratégie plus profonde a porté ses fruits. L'annonce a discrètement modifié le récit. Après des mois dominés par les histoires de santé de Charles et de rétablissement de Catherine, l'actualité a soudainement viré à l'optimisme, renouveau, jeunesse et continuité. C'était le bouton de réinitialisation de la monarchie, explique la biographe royale Penny Junor. Pour la première fois depuis des mois, l'histoire ne parlait plus de vulnérabilité mais d'avenir. Au-delà même de la politique intérieure, la décision comportait des nuances diplomatiques.
Alors que le Brexit modifiait l'image de la Grande-Bretagne à l'étranger et que le Commonwealth se désintégrait lentement, la Barbade avait destitué son roi de la tête de l'État et d'autres envisageaient des options similaires. Charles avait besoin d'une nouvelle génération pour projeter la stabilité à l'étranger. James, avec son attitude décontractée et sa fraîcheur apolitique, pourrait un jour assumer les rôles discrets qui entretiennent les relations avec le Commonwealth. Comme l'a rapporté Reuters, le palais envisage un engagement progressif auprès des jeunes membres de la famille royale, notamment des visites limitées à l'étranger mettant l'accent sur l'éducation, l'action climatique et le leadership des jeunes, précisément là où se situent les centres d'intérêt de James. Ses premiers pas dans la vie publique devraient impliquer des dons caritatifs et des sommets environnementaux pour les jeunes reflétant l'engagement de toute une vie du roi en faveur de l'environnement. Les critiques, bien sûr, restent circonspects. Le Guardian s'est demandé si l'ajout d'un autre prince était en contradiction avec le discours réformiste de Charles. Mais d'autres, comme Sarah Vine du Daily Mail, voient dans cette décision un pragmatisme judicieux. La monarchie s'adapte exactement comme elle le devrait, en donnant la priorité à la famille, puis aux devoirs et enfin aux apparences. Pour le roi, c'est l'équilibre qu'il recherche depuis son couronnement, la monarchie comme un organisme vivant et non comme un monument de marbre. En élevant Jacques maintenant, il s'assure que lorsque l'ère de Guillaume et Catherine s'ouvrira pleinement, ils n'hériteront pas d'une structure vide. Il ne s'agissait pas seulement d'un jeune garçon devenant prince. Il s'agissait d'un monarque vieillissant, veillant à ce que l'institution qu'il avait défendue toute sa vie conserve sa pertinence bien après la fin de son règne. Comme l'a expliqué succinctement un initié du palais à ITV News, ce n'est pas une question de titre. C'est une question de demain. Si le roi Charles fut l'architecte de l'ascension du prince James, la princesse Anne et le prince Édouard, en furent les artisans, les mains sûres, qui transformèrent les convictions les plus discrètes en décisions concrètes. Leur influence souvent discrète mais indéniable façonna non seulement le ton de la décision, mais aussi sa finalité profonde. Tous deux ont longtemps été les piliers méconnus de la monarchie, Anne l'infatigable travailleuse et Édouard le loyal stabilisateur. Ensemble, ils formèrent le cercle intime du roi et guidèrent la famille royale à travers l'une des transitions les plus complexes depuis la mort d'Élisabeth II. Quiconque connaît la princesse royale sait que ses conseils sont précieux. Elle s'exprime rarement publiquement sur la stratégie du palais, mais lorsqu'elle le fait, ses propos sont ancrés dans des décennies de service. Lors d'une récente interview avec Chris Shipp d'ITV, elle a évoqué l'évolution constante de la monarchie. « La couronne ne reste pas immobile », a-t-elle déclaré sans détour. Elle s'adapte. Si elle ne le fait pas, elle se brise. Ce simple commentaire, bien que bref, a révélé la logique derrière nombre des récentes décisions du palais, notamment la décision de promouvoir Jacques II. Anne a longtemps considéré la monarchie non pas comme une institution divine, mais comme une force de travail efficace, exigeant une gestion rigoureuse des talents et de l'endurance. Son propre emploi du temps reste légendaire. En 2024, même après une brève hospitalisation suite à un accident d'équitation, elle a réalisé plus de 400 commandes, soit plus que tout autre membre de la famille royale. Pourtant, elle connaît bien l'impact de cette charge de travail. Alors que la santé de son frère est constamment sous le regard du public et que la convalescence de Catherine se poursuit, Anne reconnaît une faiblesse structurelle, trop peu de bras pour porter trop de couronnes. Son conseil au roi, selon des sources proches du dossier, était clair. Obtenez du soutien maintenant avant que les fissures ne se manifestent. Ce soutien, affirmait-elle, devait venir de l'intérieur de la famille, digne de confiance neutre et prêt à servir sans ego. James correspondait parfaitement à cette description. « Il est jeune, posé et volontaire », aurait déclaré Anne plus tôt cette année lors d'un conseil de famille à Windsor. « Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle star, nous avons besoin de consistance. » Le prince Édouard, quant à lui, a offert un point de vue complémentaire, celui d'un père et d'un membre chevronné de la famille royale. Lors d'une rare conversation avec Vanity Fair, il a décrit le sens croissant des responsabilités de son fils. « Sophie et moi avons toujours dit à James que servir ne se résume pas à rester sur les balcons », a-t-il déclaré. Il s'agit d'être présent discrètement et constamment. Cette philosophie a marqué la carrière d'Édouard depuis ses premières années dans le monde de l'art jusqu'à ses décennies d'engagement caritatif grâce au prix du duc d'Édimbourg. Pendant des années, Édouard et Anne étaient un des âmes sœurs au sein de la famille pragmatique, dévouée et méfiant face au haut drame. Lorsque Charles a commencé à évoquer la planification de sa succession, à la fin de l'année dernière, ils ont été les premiers à le consulter. Selon Nicholas Witchell, journaliste de la BBC, c'est Édouard qui a le premier suggéré à James d'accorder son titre de Sar plutôt que prévu. « Mon fils aura besoin de temps pour apprendre le rythme du devoir », a-t-il déclaré au roi. S'il veut aider William plus tard, qu'il commence par un objectif, pas une cérémonie. Charles, toujours méfiant face aux apparences, hésita d'abord. Mais c'est le soutien d'Anne qui consolida le projet.
On n'attend pas la prochaine tempête pour réparer le toit, lui dit-elle, faisant écho au pragmatisme bien connu de sa mère. Et c'est ainsi que l'idée passa du concept à la réalité. Leur influence combinée présentait un autre avantage, la crédibilité. Anne et Édouard gagnèrent un immense respect précisément parce qu'ils n'étaient pas égocentriques. Comme le notait The Guardian, ils sont le système immunitaire de la monarchie, ils rejettent le glamour et conservent leur position. En présentant la promotion de Jacques comme une nécessité plutôt qu'un privilège, ils protégèrent le roi des accusations de favoritisme. En coulisses, ils réussirent également à expliquer la décision aux autres membres de la famille. Des courtisans confirmèrent qu'Anne et Édouard s'étaient entretenus personnellement avec William et Catherine afin de s'assurer que l'annonce ne paraisse pas porter atteinte à la position dominante de la famille galloise. Selon le Times, leurs conversations furent franches mais cordiales. William aurait exprimé son soutien total et considéré le rôle de James comme un renfort pratique et non une manœuvre politique. Le style de communication d'Anne, réputé pour sa franchise, a permis d'éviter des malentendus qui auraient pu engendrer des tensions. Lors d'un déjeuner familial à Clarence House en mars, elle aurait déclaré « Nous ne bâtissons pas d'empire, ici nous voulons seulement préserver l'existant ». Cette déclaration a été accueillie par des rires, mais le message était sérieux, l'unité avant tout. Édouard, quant à lui, opta pour une approche plus douce. Ses proches décrivent sa capacité à traduire la complexité royale en une simplicité familière. Il est le pont, confia un proche du palais au Sunday Times. Il rend humaine la grande vision du roi. Une fois la décision finale prise, Édouard fut chargé d'informer la jeune génération, y compris Jacques lui-même. La conversation fut, semble-t-il, calme et sincère. Édouard expliqua que le titre n'était pas une récompense mais une opportunité de servir. Jacques aurait acquiescé et répondu « Alors j'essaierai de ne pas le gâcher ». En public, Anne et Édouard minimisèrent leur influence, présentant la décision comme collective plutôt que directive. Mais leurs marques sont omniprésentes dans le ton de la déclaration du palais, le moment de la publication et même dans la formulation du bref remerciement de Charles. Le lancement fut soigneusement calibré, suffisamment traditionnel pour rassurer les loyalistes, suffisamment moderne pour satisfaire la presse. Leur partenariat marque également un changement subtil mais significatif dans la dynamique royale. Pendant des décennies, Anne et Édouard ont agi discrètement en marge de l'institution, éclipsés par des personnalités plus charismatiques. Aujourd'hui, à une époque où la confiance est une priorité, leur banalité même est devenue inestimable. Ils sont les derniers de la génération du devoir, écrivait l'analyste royale Royanica dans le Sunday Times. Et c'est leur exemple qui apprend à la génération suivante à survivre à l'examen minutieux. L'ascension de Jacques II n'est donc pas seulement l'histoire d'un jeune prince. C'est une histoire de mentorat, comment deux des figures les plus marquantes de la monarchie ont veillé à ce que la génération suivante hérite non seulement de titres, mais aussi de tempérament. En ce sens, Anne et Édouard firent plus que simplement conseiller le roi. Ils protégèrent l'âme de l'institution, prouvant une fois de plus que les voix les plus discrètes du palais ont souvent le plus de poids. Et tandis que la monarchie se concentre sur le règne de Guillaume et de Catherine, une vérité demeure constante. Sans la détermination d'Anne et la constance d'Édouard, la transition vers la couronne aurait été bien plus turbulente. Lorsque le palais confirma la nomination de Jacques comme prince, le message sous-jacent était sans équivoque. Il ne s'agissait pas seulement d'un geste d'affection familiale, mais d'un renforcement délibéré de la maison de Galles. Le roi Charles, enfin stratège, construisait discrètement les fondations du règne qui suivrait inévitablement le sien, celui de Guillaume et de Catherine. Et dans ce contexte plus vaste, le nouveau titre de Jacques devint plus que symbolique. Il devint structurel. Il garantissait que la génération suivante ne porterait pas seule le fardeau de la couronne. Ces derniers mois, la monarchie a été confrontée à ce que The Guardian a décrit comme une tempête de vulnérabilité. Catherine, encore en convalescence après ses traitements médicaux du début d'année, s'était retirée de nombreux engagements publics. Le prince William, qui combinait ses responsabilités d'héritier du trône avec la paternité et des œuvres caritatives, se trouvait de plus en plus confronté à l'impossible tâche d'être partout à la fois. Parallèlement, la santé du roi et le retrait partiel de la reine Camilla de ses engagements exigeants ont créé un vide au sommet. La princesse Anne fidèle, héritière de la famille royale, a été temporairement blessée. Le calendrier royal britannique s'en trouva considérablement allégé. Les rendez-vous furent reportés. Les mécènes étaient absents. Le public habitué aux apparitions quasi quotidiennes de la firme commença à remarquer l'accalmie. BBC News souligna le déclin de l'activité, le nombre d'événements publics avait diminué de près d'un tiers par rapport à la même période l'année précédente. La solution, comme Charles et ses conseillers le comprirent, ne résidait pas dans une expansion extravagante, mais dans une redistribution intelligente. Le nouveau statut de Jacques devint ainsi une réponse à un dilemme logistique et symbolique qui affecta directement la pérennité de Guillaume et Catherine. Selon des sources proches du palais, le plan prévoyait que James serve de pilier.
assurant une représentation fiable lors d'événements régionaux de moindre envergure et de programmes jeunesse alignés sur les priorités publiques de la famille galloise. Contrairement à ses cousins, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, encore trop jeunes pour le service actif, James peut participer à des missions sans perturber la succession. Son rôle comme prévu sera de renforcer plutôt que de concurrencer. L'historienne royale Sarah Gristwood a résumé la situation succinctement sur Sky News. La nomination de James donne à William et Catherine un répit, l'oxygène dont ils ont besoin pour moderniser la couronne. Ce projet de modernisation a déjà commencé. L'accent mis par Guillaume sur la santé mentale et l'innovation environnementale, combiné au plaidoyer de Catherine pour le développement de la petite enfance, a redéfini l'identité publique de la monarchie. L'époque où les inaugurations et les garden parties définissaient le service royal est révolue. Les Gallois se sont désormais concentrés sur des enjeux qui reflètent les réalités du XXIe siècle, l'éducation, le développement durable et le bien-être émotionnel. Mais l'attention mondiale entraîne aussi un épuisement mondial. Comme l'a souligné CNN International dans un reportage spécial, le couple gallois représente une monarchie en transition accablée par l'attente d'être à la fois reconnaissable et majestueuse. La pression pour humaniser la couronne tout en préservant son mystère n'a jamais été aussi forte. Et pour une famille en difficulté, chaque effort supplémentaire compte. James, le renfort silencieux, entre en scène. Des sources proches du palais ont suggéré que le jeune prince William accompagnerait plusieurs événements publics l'année prochaine, notamment des sommets environnementaux pour les jeunes et des initiatives éducatives du Commonwealth. Son implication, disent-ils, sera progressive, adaptée à ses aspirations scolaires et universitaires. Il s'agit d'une visibilité mesurée, a déclaré un responsable au Télégraphe. Il ne s'agit pas d'un simple membre célèbre de la famille royale, mais d'un membre permanent de l'équipe. L'idée est simple mais astucieuse, l'avenir de la monarchie ne peut pas reposer uniquement sur le charisme de son couple de tête. Elle doit s'appuyer sur un groupe de personnalités disciplinées, à l'abri des scandales, capables d'incarner la continuité sans susciter la controverse. En ce sens, Jacques II est idéal, assez jeune pour symboliser le renouveau, mais suffisamment pondéré pour éviter le spectacle. Le Financial Times a qualifié cette performance de « coup de maître de la durabilité subtile » et a comparé le rôle de James à celui de la princesse Margaret au début du règne d'Élisabeth II, une figure sœur offrant un soutien à la fois affectif et pratique. La différence cependant réside dans le ton. Là où Margaret était extravagante et parfois source de division, le calme et l'humilité de James sont perçus comme des atouts à une époque allergique aux excès royaux. William lui-même aurait salué cette évolution. Des sources proches du palais de Kensington ont confié au Daily Mail que le prince de Galles avait décrit en privé la promotion de James comme une bénédiction, une chance de partager le fardeau sans perturber l'équilibre. Il voit en son jeune neveu un allié potentiel capable de représenter la couronne avec dignité, tout en préservant la reconnaissance de la monarchie auprès des jeunes générations britanniques. Pour Catherine, ce soutien est à la fois symbolique et personnel. Durant sa convalescence, la princesse aurait privilégié la continuité de ses projets et délégué des tâches à des aidants de confiance et à des membres de sa famille. Avec l'arrivée de James, ses initiatives, notamment celles liées à l'éducation des enfants et à la santé communautaire, bénéficieront d'un soutien renouvelé et renouvelé. Sa participation à des programmes de bénévolat et de protection de l'environnement pourrait refléter ses efforts pour rendre l'engagement royal moins hiérarchique et plus concret. Au-delà de l'aspect personnel, la perspective d'unité est forte. Après des années de fragmentation royale, des scandales entourant le prince Andrew au départ des Sussex, le public britannique est avide de signes de cohésion. Voir Charles, Anne, Édouard, William, Catherine et James œuvrer ensemble dans un but commun pourrait restaurer ce que The Guardian décrit comme la monnaie la plus menacée de la monarchie, la confiance. Mais même si l'optimisme grandit, des défis subsistent. Le monde dont hériteront William et Catherine est plus sceptique que jamais. Au sein du Commonwealth, des pays comme la Jamaïque et le Belize s'orientent vers des référendums républicains. Au Royaume-Uni, les sondages révèlent de profondes divisions générationnelles quant à la pertinence de la monarchie. Reuters a récemment publié un article intitulé « La couronne britannique à la croisée des chemins », avertissant que sans véritable réforme et engagement, l'institution pourrait sombrer dans l'insignifiance cérémonielle. C'est pourquoi l'implication de James est cruciale. Il incarne la continuité non pas par son autorité mais par son accessibilité, un jeune membre de la famille royale dont la réputation ne repose pas sur la lignée mais sur le service. Il incarne précisément l'image que les Gallois souhaitent projeter un homme axé sur la famille soucieux de l'environnement et discrètement patriote.
Certains initiés suggèrent même que le nouveau prince pourrait devenir un jour l'intermédiaire entre les membres les plus importants de la famille royale et la jeunesse britannique, un rôle qui s'inscrit dans la vision à long terme de William, une monarchie aussi à l'écoute qu'elle dirige. Si l'on veut pérenniser une institution, écrivait John Rentoul de The Independent, il faut commencer par lui donner une image de l'avenir. C'est là en fin de compte le nœud de l'histoire. La décision du roi Charles n'était pas motivée par la générosité ou la sentimentalité. Elle relevait d'une question d'infrastructure. En autorisant Jacques II, il n'a pas réécrit la tradition, il l'a renforcée. Pour Guillaume et Catherine, cela symbolise la force par la coopération plutôt que l'isolement. Et pour la monarchie elle-même, c'est le signe de quelque chose d'encore plus rare, une évolution sans rébellion. La monarchie britannique, longtemps définie par le spectacle et les cérémonies, évolue désormais non pas à travers des couronnements ou des scandales, mais par des actes discrets et délibérés de continuité. L'accession du prince James est un de ces moments subtils en apparence mais d'une portée sismique. À une époque où les monarchies européennes se rétrécissent, abdiquent ou sombrent dans l'insignifiance, la décision du roi Charles est le dernier chapitre de ce que le Times a récemment appelé la révolution silencieuse du pragmatisme de Windsor. À Buckingham Palace, les courtisans appellent cela la doctrine Charles. La conviction que la survie de la monarchie ne réside pas dans sa grandeur, mais dans sa nature. Son règne aussi, bref, soit-il, a déjà remodelé l'identité de l'institution. L'obsession du spectacle a disparu. À sa place, un modèle de stabilité rationalisée. Moins de titres, des budgets plus restreints, plus d'humilité. Et pourtant, paradoxalement, la monarchie paraît plus forte. En élevant Jacques II au rang de roi, le roi a assuré la pérennité de sa puissance à la génération suivante sans sacrifier la maîtrise de soi à laquelle il tient le plus. Le Guardian a récemment souligné que les Windsor évoluent sur un fil entre héritage et modernité. D'un côté, le poids de l'histoire des siècles de rituels de hiérarchie et d'attentes publiques. De l'autre, l'exigence de pertinence dans un monde qui remet de plus en plus en question les privilèges hérités. Le défi pour la famille royale, a-t-il soutenu, n'est pas de justifier le passé, mais de mériter le présent. En ce sens, le nouveau prince de la monarchie incarne à la fois l'expérimentation et la réponse. Contrairement aux transitions précédentes, celle-ci manque de faste car elle est superflue. Les Windsor ont appris peut-être à leurs dépens que la longévité dépend autant du silence que du spectacle. À l'ère des réseaux sociaux, où les rumeurs royales peuvent se propager en quelques minutes et où les théories du complot se propagent plus vite que les déclarations officielles, la retenue est devenue leur forme de contrôle la plus puissante. BBC Newsnight a observé que ce que la monarchie ne dit pas est devenu aussi stratégique que ce qu'elle dit. La nomination de James s'inscrit parfaitement dans cette philosophie, un message délivré sans bruit, un signal que l'institution peut encore s'adapter discrètement et efficacement. Au sein de la hiérarchie du palais, cette évolution vers un professionnalisme discret est délibérée. La génération du prince William, façonnée à la fois par le glamour et les traumatismes de la vie royale, incarne désormais un style de leadership plus doux et plus engagé socialement. L'empathie de Catherine, la conscience environnementale de William et désormais le sang-froid juvénile de James forment un trio de qualités propres à la Grande-Bretagne du XXIe siècle: authenticité, responsabilité et sens du service. Comme l'a rapporté Reuters plus tôt cette année, les stratèges royaux ont travaillé en coulisses pour pérenniser l'image de la monarchie grâce à ce qu'ils appellent une modernisation mesurée. Le concept est simple, remplacer la grandeur par une véritable détermination. La décision d'intégrer Jacques II au sein de la famille royale s'inscrivait dans cette feuille de route, un moyen de garantir une répartition des tâches sans excès. Charles est en train de préparer sa propre succession, a déclaré l'historienne Anna Whitelock à CNN International. Il crée un système capable de survivre à sa santé et à son époque. Cependant, ce système est également critiqué. Certains commentateurs se demandent si le nouveau ton réservé de la monarchie ne menace pas de saper son côté mystique. Le spectateur affirmait que l'attrait de la couronne reposait toujours sur la distance, le sentiment de séparation divine entre monarque et sujet. En rendant la famille plus accessible, avertissait le magazine Charles et William, risque de la banaliser. Une fois que la couronne devient banale, ironisait un éditorial, elle cesse de briller. D'autres y voient le nœud du problème. La Grande-Bretagne du milieu des années 1920 est un pays aux prises avec son identité fragmentée, politiquement anxieuse économiquement et épuisée émotionnellement. Les grands défilés ne suffisent plus à apaiser le malaise public. L'authenticité, oui. Quand William parle de santé mentale ou que Catherine se rend à l'hôpital en jean et basket, cela envoie un message qu'aucune salle du trône ne peut égaler. La monarchie, autrefois définie par la distance, survit désormais grâce à la proximité. Le nouveau rôle de Jacques II devrait renforcer ce changement. Son charme discret et son absence de scandale font de lui l'ambassadeur idéal d'une couronne modernisée.
Il représente une génération moins attachée à la hiérarchie et plus investie dans l'humanité. Des responsables du palais ont suggéré qu'il pourrait bientôt rejoindre des initiatives axées sur l'éducation, la participation des jeunes et la protection de l'environnement, autant de thèmes qui s'accordent parfaitement avec l'image publique de William et Catherine. Comme l'a écrit The Independent, le cadet des Windsor incarne désormais la plus ancienne vérité de la monarchie, l'endurance par l'adaptation. Mais même si le palais progresse, des ombres persistent. Le scepticisme du public reste vif. Les sondages YouGov et Ipsos montrent que le soutien à la monarchie, bien que stable parmi les générations plus âgées, s'érode chez les plus jeunes. Pour de nombreux Britanniques, de moins de 30 ans, la couronne est comme un écho d'un autre siècle. Le défi n'est donc pas seulement de survivre, mais de compter. Le roi Charles le comprend mieux que quiconque. Sa décision d'élever Jacques II n'était pas un geste sentimental, mais une forme de protection, une affirmation de l'idée que la monarchie, bien que vieille, peut encore évoluer dans la logique morale du monde moderne. Ses actions reflètent la conviction de sa mère « il faut être vu pour être cru ». Seulement désormais, être vu signifie autre chose, moins une question de couronne et de carrosse, plus une question de compassion et de continuité. Alors que le calendrier du palais s'oriente vers le dernier règne de Guillaume, une nouvelle hiérarchie de ton émerge. Là où Élisabeth régnait par un symbolisme stoïque et Charles par une intendance, Guillaume et Catherine sont prêts à diriger par la connexion. Leur règne reposera probablement moins sur le commandement royal et davantage sur un objectif collectif avec des figures comme Jacques II comme pont entre héritage et espoir. La transformation est et progressive, presque imperceptible, mais pourtant indéniablement réelle. Les Windsor ne se contentent plus de survivre à l'histoire, ils apprennent à coexister avec elle. Dans les couloirs feutrés du palais de Buckingham, où les portraits d'anciens monarques se dressent solennellement, une nouvelle forme de royauté émerge. Une royauté définie non par le droit divin, mais par une pertinence réfléchie. Ainsi, alors que Jacques de Wessex assume son nouveau rôle, le message s'étend au-delà de la lignée. Il évoque l'évolution, non la rébellion. L'adaptation, non l'abdication. Le pouvoir de la monarchie, semble-t-il, ne découle plus de sa grandeur, mais de sa grâce. Parce que dans un monde qui bouge plus vite que les couronnes, ne brillons parfois la révolution la plus puissante et celle qui se fait en silence.